Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Et c'est pour moi un grand plaisir d'ouvrir ce webinaire organisé pour lancer la version française de plusieurs publications issues de notre projet de recherche ODD4, planifier les parcours d'apprentissage flexibles dans l'enseignement supérieur. Il s'agit d'une analyse comparative pour passer de la politique à la pratique. Vous voyez la couverture de cette publication à l'écran. euh, je pense qu'on doit la mettre, et, et des quatre notes d'orientation qui résument les conclusions de ces recherches avec des angles thématiques. Si vous ne connaissez pas l'Institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO, les IPE, permettez-moi d'en dire deux mots. L'IPE a pour mandat d'aider les pays membres à développer leurs capacités en planification et en gestion de l'éducation. Dans ce but, l'institution pratique une approche intégrée combinant la formation, la recherche et l'assistance technique. Dans l'histoire de notre institution, la recherche a toujours joué un rôle important visant à éclairer la politique, la planification et aussi la pratique. Aussi, la recherche de l'IIPE veut alimenter le débat politique mondial. Mais revenons au parcours des apprentissages flexibles dans l'enseignement supérieur qui nous occupe aujourd'hui. Les PAF, comme on les appelle en abrégé, sont centrés sur l'étudiant. Ils mettent l'accent sur la diversité des voies d'accès, de progression et d'achèvement des études supérieures, avec pour but l'obtention des qualifications postsecondaires. Aujourd'hui, nous nous trouvons face à des étudiants d'origine de plus en plus variées et leur système supérieur traditionnellement laisse peu de choix en termes de parcours, de durée et de modalités d'apprentissage. Il est donc important pour ce système de se réinventer en s'adaptant aux besoins de plus en plus divers des étudiants. Cela fait écho à l'objectif de développement durable 4 des Nations Unies et à l'agenda d'éducation 2030, qui invite tous les pays à développer des systèmes éducatifs axés sur la reconnaissance de toutes les formes d'apprentissage et à proposer des parcours flexibles. Notons aussi que l'équité dans le système d'enseignement supérieur est l'une des priorités de ODD4. Les documents dont il est question aujourd'hui accordent une attention donc particulière aux effets des PAF sur les groupes défavorisés, car pour eux, la flexibilité revêt une grande importance. Les publications que nous lançons aujourd'hui présentent à la fois une analyse comparative des options politiques efficaces et des exemples par pays pour illustrer les bonnes pratiques de leur mise en œuvre. Elle se veut une source d'inspiration pour les décideurs et planificateurs nationaux, les responsables institutionnels et la communauté académique au sens large. J'espère en particulier qu'elle aidera les planificateurs de l'éducation à faire passer les parcours flexibles de la politique à la pratique. Je souhaite que cette version française rende plus accessible l'expérience internationale en matière de parcours des apprentissages flexibles au monde francophone de l'enseignement supérieur, qu'elle inspire une réflexion sur ces stratégies relatives au parcours flexible et leur traduction en pratique dans les établissements supérieurs francophones. J'en profite d'ailleurs pour remercier ici l'AUF d'avoir financé la publication en français des notes d'orientation thématique et de se joindre à l'organisation de ce webinaire en tant que partenaire. Au cours de ce webinaire, nous allons entendre la coordinatrice de la recherche à l'IIPE, Madame Michaela Martin, qui présentera quelques conclusions de la recherche comparative. Ensuite, ce sera au professeur Bachir Koulani, ancien directeur de l'enseignement supérieur du Maroc, de s'exprimer. Il est par ailleurs co-auteur du chapitre de la synthèse consacrée au Maroc. C'est pour moi aussi l'occasion de lui exprimer mes condoléances ainsi qu'à tout le peuple marocain qui a
et pour la tragédie qui a frappé le Maroc, ce tremblement de terre qui a coûté tant de vies humaines et a causé tant de dégâts. Nous sommes sincèrement avec vous et nous vous remercions d'avoir accepté, malgré les circonstances, de maintenir votre engagement par rapport à ce webinaire. Bernard Slupinger, directeur du pôle de gouvernance de l'Académie scientifique de l'Agence universitaire de la francophonie, nous donnera des réflexions du point de vue de la gouvernance. Je me remercie Bernard d'avoir accepté aussi de faire la modération de cette webinaire. Voilà, j'ai déjà tout dit. À présent, je vous passe la parole, Bernard, car c'est vous qui allez guider la discussion de cette webinaire. Merci beaucoup, monsieur le directeur. J'adresse aussi donc la bienvenue à tous les participantes et participants à ce webinaire conjoint entre l'Institut international pour la planification de l'éducation d'UNESCO et l'Agence universitaire de la francophonie, donc pour ce lancement des publications ODD4, parcours d'apprentissage flexible dans l'enseignement supérieur, de la politique à la pratique, comme vous l'avez très bien présenté, Monsieur Benavides. Je suis donc en effet Bernard Suppinger, directeur du pôle gouvernance de l'Académie internationale de la francophonie scientifique, qui est une structure spécialisée de l'Agence universitaire de la francophonie. Et nous sommes heureux d'avoir été associés à ce webinaire que nous pouvons co-organiser avec l'IPE UNESCO. Avant de commencer, je voulais vous donner quelques petites informations techniques à toutes et tous. Je voulais que vous notiez bien que cet enregistrement, cette session sera enregistrée, pardon, que ce webinaire se déroule uniquement en français et que pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, puisque je vois que beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait, nous vous invitons à vous présenter dans le chat. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, d'où vous vous connectez et qui vous êtes. Autre élément important, nous souhaitons pouvoir échanger avec vous et donc pendant le webinaire, vous pouvez envoyer vos questions directement dans le chat ici à tous nos panélistes. Nous pourrons faire ensuite une session de questions-réponses à la fin, après les présentations. Dernière information, à la fin du webinaire, quand vous vous déconnecterez de ce lien Zoom, vous serez invité à prendre quelques minutes pour une petite enquête qui s'affichera sur vos écrans. On vous remercie par avance d'y prendre part. C'est important d'avoir vos retours à ce sujet. Donc, sans plus tarder, pour avancer dans notre webinaire, je passe la parole à Madame Michaela Martin, qui est la coordinatrice de ce projet de recherche, qui va nous en faire une présentation, un aperçu général. Et je donc te souhaite bonne présentation, Michaela. Un grand merci à Bernard pour ce mot introductif très chaleureux. Je vais partager mon écran. Voilà, avant de procéder à la présentation. Alors, est-ce qu'on voit bien mon écran bien dans le mode présentation maintenant? Oui. Oui, super, hein? Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue aussi de ma part à ce webinaire de lancement de plusieurs publications en français préparées à partir de notre recherche sur les parcours flexibles d'apprentissage. Donc, comme a dit Bernard, c'est une recherche que j'ai coordonnée entre 2018 et 2022. Donc, c'est une recherche multi-annuelle assez complexe, hein, qui comprenait donc à la fois une enquête internationale, des 8 études de cas approfondies et qui a mené à pas mal de publications. Donc aujourd'hui, nous célébrons
Donc, voilà, le lancement de la synthèse ou l'analyse comparative à la fois et des notes d'orientation qui donnent aussi quelques conclusions sur les recherches. Donc, à la fin de ce webinaire, nous donnerons accès à ces publications grâce à un QR code. Alors, permettez-moi d'abord de dire quelques mots sur les raisons d'être de cette recherche. Donc, d'une part, nous sommes confrontés à une grande expansion des effectifs de l'enseignement supérieur à travers le monde. 2035 millions d'étudiants en 2020, alors qu'en l'année 2000, on n'avait que 100 000 étudiants. Et avec cette expansion du nombre d'étudiants, dans la plupart des pays, ce corps d'étudiants s'est alors diversifié. Et nous avons davantage d'étudiants de première génération dont les parents n'ont pas accédé à l'enseignement supérieur, des apprenants adultes et des personnes ayant repris leurs études dans l'enseignement supérieur. Et cette diversité croisante des apprenants exige des systèmes d'enseignement supérieur qu'ils adoptent aussi. Par contre, souvent, nous avons face encore à des systèmes d'enseignement supérieur qui laissent peu de choix aux étudiants et qui sont très cloisonnés, y compris entre les différents segments. Donc, il y a peu de possibilités de se réorienter entre la formation présentielle, la formation en distanciel, entre peut-être une formation qu'on a suivie dans le privé, une formation à laquelle on voudrait accéder à l'enseignement public. Donc, ces passerelles, ces possibilités de réorientation sont relativement peu développées. Alors, permettez-moi aussi de vous dire quelques mots sur en fait la définition que nous avons utilisée dans notre recherche comme point de départ sur les parcours d'apprentissage flexible. C'est un mot un peu nébuleux, hein, on peut comprendre plusieurs choses, mais nous les avons surtout approchés à partir d'une définition qui est donnée dans l'agenda 2030 de l'UNESCO, qui fait suite à l'ODD 4, donc sur les systèmes sur les systèmes éducatifs équitables et de qualité. Donc là, dans l'agenda 2030, les parcours d'apprentissage flexible sont compris comme des points d'entrée et de retour à tous les âges et à tous les niveaux d'études, permettant de renforcer les liens entre les structures formelles et non formelles et de garantir la reconnaissance, la validation et l'accréditation des connaissances, aptitudes et compétences acquises dans le cadre de l'éducation formelle et informelle. Donc, ce qui est au cœur des parcours d'apprentissage flexible, c'est en fait les questions de reconnaissance entre les différentes modalités de formation et aussi les systèmes d'assurance qualité. Je suis sûre qu'on en parlera un tout petit peu plus tard. Alors, nous, dans notre recherche, nous avons approché les parcours d'apprentissage flexible à partir de 3 stades et centrés sur en fait l'expérience de l'étudiant, les parcours d'accès qui concernent les admissions alternatives, par exemple à travers la validation des acquis de l'expérience, les politiques de libre accès. Les parcours de progression qui concernent la flexibilité dans le mode d'organisation, présentiel ou la formation à distance, et les possibilités de transfert. Et troisièmement, les parcours de transition vers le marché de travail, notamment axés sur l'apprentissage en milieu professionnel. Alors, quelques mots sur la méthodologie de cette recherche. Donc, nous nous sommes surtout penchés sur la question de savoir comment les politiques nationales, déjà de comprendre quelles sont les politiques nationales qui soutiennent les parcours d'apprentissage flexible, mais surtout comment ces parcours influencent la réalité au niveau institutionnel pour flexibiliser l'enseignement supérieur. Nous nous sommes aussi penchés sur des questions de gouvernance. Aujourd'hui, j'en parlerai un peu moins par manque de temps, mais nous nous sommes rendus compte que les questions de gouvernance, assurance qualité, flexibilité sont aussi des questions
puisque c'est une question systémique. Donc, on a besoin d'un cadre de gouvernance qui soutient cette politique des parcours d'apprentissage flexible. Alors, nous sommes passés par 3 étapes. Tout d'abord, un état des lieux inventaire qui a permis de clarifier les concepts liés aux définitions des parcours d'apprentissage flexible, ainsi que les politiques et les bonnes pratiques au niveau international, comme il ressortait à travers une analyse de la littérature. Et ensuite, nous avons fait une enquête internationale auprès des ministères de l'enseignement supérieur de tous les États membres de l'UNESCO, ce qui a permis d'identifier les grandes tendances dans les politiques qui soutiennent les PAF et les facteurs qui facilitent et qui entravent leur mise en œuvre. Et dernièrement, et je pense avant tout, en collaboration avec des organisations et des équipes de chercheurs au niveau des pays, au niveau de 8 pays, nous avons mené 8 études de cas de pays, et je cite les pays sur lesquels on a travaillé, donc l'Afrique du Sud, le Chili, la Finlande, l'Inde, la Jamaïque, la Malaisie, le Maroc. L'étude a été faite avec un collègue par le professeur Machid Koulani, ici présent dans ce webinaire, et le Royaume-Uni. Et donc, ces études de cas nous ont permis de savoir non seulement quelles sont en fait les bonnes pratiques, mais comment elles fonctionnent en réalité au niveau des établissements supérieurs. Alors, quelques mots sur les parcours d'accès flexible. Et là, je voudrais partir, en fait, un résultat que nous avons trouvé assez intéressant en posant la question aux pays dans l'enquête internationale, quelles sont en fait les voies d'accès à vos différents types de formations supérieures. Et ce qu'on voit, ce qui ressort sans surprise, bien sûr, c'est que la voie d'accès traditionnelle, bien sûr, c'est les diplômes de fin d'études secondaires, dans le contexte francophone, le bac. Mais qu'il existe aussi une panoplie d'autres modalités pour accéder à l'enseignement supérieur. Et ce qu'on voit dans ce graphique-là, c'est qu'il y a plus de pays qui pratiquent des voies alternatives pour les formations courtes supérieures, les bac+2, que c'est le cas pour en fait les formations académiques, les bac+3 ou les bac+4 dans certains pays. Et ce qu'on a vu aussi à travers les résultats des réponses à cette question, c'est qu'en fait, alors que tout le monde, tous les pays prônent en fait les dispositifs de validation des acquis de l'expérience, mais la validation des acquis de l'expérience, des acquis dans le non formel et dans l'informel, pardon, je n'ai pas fait avancer la slide à temps, et vient relativement est relativement moins fréquent. Alors, quelques mots sur la validation des acquis de l'expérience. Donc, dans nos études de cas, nous avons constaté que la validation des acquis de l'expérience fait généralement partie des parcours d'apprentissage flexibles. Les principales responsabilités pour la mise en œuvre de la VAE peuvent se situer soit au niveau national, soit au niveau institutionnel. Alors, une bonne pratique vient de la Malaisie, l'un des 8 pays étudiés en profondeur. Là, il existe un système national appelé en anglais Accreditation of Prior Experiential Learning, APPEL, qui a été créé pour permettre l'accès et le transfert de crédits des acquis de l'apprentissage dans les contextes informels et non formels. Sa mise en œuvre est assurée par des centres à appel désignés qui sont localisés dans tout le pays. Ces centres sont autorisés à mener la procédure de demande de reconnaissance des acquis de l'expérience et à effectuer la vérification des compétences et aussi à organiser des tests. Alors, ce que nous avons vu à travers ces 8 pays, les statistiques que nous avons fréquentées, c'est que en général,
s'il existe des dispositifs de VAE, c'est un petit nombre seulement d'étudiants qui accèdent grâce à la VAE à l'enseignement supérieur. En Afrique du Sud, où il y avait vraiment une politique forte, il y avait 10%, ce qui est beaucoup pour un pays. Mais dans la plupart des pays, il y avait vraiment très peu le nombre des étudiants qui accèdent grâce à la VAE reste toujours très petit. Alors, quelques mots sur l'accès ouvert. Donc, l'accès ouvert permet aux apprenants de participer à des cours d'enseignement supérieur sélectionnés sans remplir les conditions d'entrée traditionnelles telles que le bac, par exemple, en s'inscrivant à des cours universitaires sélectionnés en auditeur libre ou par exemple à des MOOCs. Donc ça, c'est quelque chose qui existe dans pas mal de pays, mais ce que nous avons vu comme bonne pratique en Finlande, par exemple, c'est que c'est quelque chose qui est assez favorisé par le gouvernement en fait de permettre en fait aux étudiants en formation initiale, ceux qui n'ont pas eu en fait une place d'études lors de la procédure d'attribution des places après le bac, permettre aux étudiants de commencer les études et d'acquérir quand même des crédits qui seront comptabilisés vers les formations si après l'étudiant en formation reçoit une place d'études. Et cela nous paraît une très bonne pratique, hein. Alors, quelques mots aussi sur les parcours de progression flexible. Alors, la formation, c'est surtout, nous avons vu en fait un gros engouement vers la formation ouverte et à distance, hein, depuis en fait la pandémie du Covid. Et donc, la formation ouverte et à distance, elle repose largement aujourd'hui sur l'utilisation d'Internet, les plateformes numériques et d'autres outils, hein. Elle est devenue une modalité courante dans de nombreux systèmes d'enseignement supérieur et cette tendance s'est bien sûr accélérée avec la pandémie, hein. Donc, bien sûr, la formation ouverte et à distance offre une grande flexibilité en termes de lieu et de rythme d'apprentissage. Donc, elle permet donc d'élargir l'accès et offre des possibilités de formation continue ou la poursuite des études pour divers types d'étudiants. Ce que nous avons vu comme bonne pratique, c'est en fait la création d'une plateforme numérique nationale en Inde, plateforme numérique de MOOCs, hein, où un consortium d'universités prépare en fait les cours pour cette plateforme et tous les étudiants peuvent valider en fait des MOOCs, peuvent en fait obtenir des crédits qu'ils peuvent faire valider pour les formations qu'ils suivent dans leur université respective. Donc, c'est une manière très intéressante à la fois de diversifier le contenu, mais aussi de créer en fait, de rendre l'enseignement supérieur plus efficient. Alors, quelques mots sur le transfert et l'accumulation des crédits, qui est bien sûr au cœur hein, des parcours d'apprentissage flexible. Donc, les systèmes de transfert et d'accumulation des crédits sont un outil essentiel pour la mise en œuvre des processus de transfert des étudiants ainsi que la VAE au niveau institutionnel. Il favorise la reconnaissance et le transfert de l'apprentissage obtenu dans un cadre formel, informel ou non formel, hein. Et dans les pays étudiés, les transferts des crédits favorisent le passage des étudiants d'une formation à une autre, d'un établissement à un autre. Mais cependant, il y a souvent des limitations sur le nombre de crédits qui peuvent être transférés et il y a souvent une exigence aussi de comparabilité des contenus
entre les crédits déjà passés et les modules qui ne doivent plus être passés. Et donc, ça rend le processus souvent lourd au niveau des établissements, hein. Alors, nous allons entendre plus tard, après moi, l'expérience du Maroc sur les passerelles et les admissions alternatives au Maroc. Voilà, je pense que pour nous, c'est une expérience intéressante. Voilà, donc j'ai hâte d'entendre le professeur Koulani à ce sujet. Aussi, quelques mots sur la flexibilité pour la transition vers le marché du travail. Alors, notamment grâce à l'apprentissage en milieu professionnel, tel que les stages ou la formation en alternance, hein. Alors, là aussi, une bonne pratique, nous avons identifié une bonne pratique qui nous vient de la Finlande, où les établissements qui offrent des formations pratiques permettent ce qu'on appelle la studification. Les établissements finlandais permettent aux apprenants de combiner travail et études supérieures. Par exemple, dans un établissement d'enseignement supérieur sélectionné pour notre étude de cas Finlande, un étudiant en formation d'infirmier, après avoir passé 140 ECTS, peut obtenir un emploi temporaire et faire reconnaître son expérience professionnelle dans l'obtention de son diplôme. Donc, ce type de studification du travail a été soutenu par de nombreux projets nationaux du ministère de l'Éducation et de la Culture en Finlande. Et donc, j'arrive déjà à la fin de ma petite présentation. Le temps est court. Donc, en conclusion, nous pouvons observer que de nouvelles méthodes d'apprentissage et d'acquisition de compétences intéressent déjà des millions d'apprenants dans le monde. L'apprentissage flexible peut responsabiliser les étudiants en leur offrant le choix du rythme, du lieu et du mode d'enseignement. Les parcours d'accès diversifiés soutiennent l'objectif politique d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité de l'enseignement supérieur, mais ils le font encore souvent pour le petit nombre d'apprenants. Pour réussir, les parcours d'accès ont besoin à la fois de politique nationale et de financement. La validation des acquis de l'expérience est un instrument crucial des politiques d'admission flexible, mais il convient d'accorder plus d'attention à la reconnaissance de l'apprentissage informel et non formel en particulier. Et la formation ouverte et à distance a besoin encore d'être pleinement reconnue. Elle nécessite la définition de normes de qualité et un dispositif d'assurance qualité qui permet de la faire accepter comme mode d'organisation équivalent à une formation en présentiel, et ce qui n'est souvent pas encore le cas. En conclusion, dernière conclusion, hein, pour que les politiques susmentionnées fonctionnent, notre recherche a montré aussi qu'il faut une approche coordonnée entre les gouvernements, les agences d'assurance qualité et les établissements d'enseignement supérieur, qui tiennent compte non seulement des ressources disponibles, mais aussi d'une vision plus large de ce que c'est la flexibilité de l'apprentissage et qu'est-ce qu'elle peut apporter au système. Et donc, je vous remercie de votre attention. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michaela Martin, pour cette présentation des résultats de recherche. Je rappelle aux participants qu'ils peuvent poser leurs questions pendant tout le webinaire, hein. Nous aurons ensuite un moment de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser encore vos questions sur la présentation de Madame Martin. Et je passe maintenant directement la parole au professeur Bachir Koulani pour sa présentation de l'étude de cas du Maroc dans le cadre de cette étude. Donc, professeur Koulani, c'est à vous. Merci Bernard. Bonjour à tout le monde. Et puis merci à Monsieur le directeur pour sa sensibilité, sa compassion pour ce qui est arrivé au Maroc. Je commencerai d'abord par dire que cette expérience que j'ai vécue avec Michaela et les autres collègues qui ont participé aux études de cas
m'a convaincu que le contexte historique du développement de l'enseignement supérieur, le contexte institutionnel et le contexte culturel, si vous voulez, déterminent les réformes dans les différents pays. Dans le cas du Maroc, nous nous sommes intéressés, si vous voulez, à la flexibilité par les passerelles. Pourquoi? Parce que nous avions un système qui était figé depuis la mise en place de l'enseignement supérieur au Maroc. Une réforme est intervenue en 2000 jusqu'à 2004 pour la mise en œuvre. Et cette réforme a introduit les passerelles, mais ces passerelles sont restées limitées au niveau du quatrième semestre, c'est-à-dire après 2 ans d'études générales, et c'est resté limité à cause, si vous voulez, je dirais, du cahier des normes pédagogiques qui est national, mais aussi à cause aussi, si vous voulez, de la disponibilité des places pour recevoir dans certaines spécialités ou dans certains établissements, si vous voulez, tout le monde qui souhaite poursuivre leurs études dans ces établissements. Nous avons, avec notre enquête, trouvé que les établissements, je voulais recevoir beaucoup de demandes et ils étaient obligés souvent de trouver des solutions institutionnelles au niveau de leurs établissements et permettre à des étudiants, même au premier cycle, c'est-à-dire durant les 2 premières années, de changer de filière ou de changer de spécialité. Mais c'était je dirais, des décisions au niveau de l'établissement, mais ça restait très, très limité. Et je vais vous demander de passer les slides, les troisièmes slides. Voilà, ça, si vous voulez, c'était si vous voulez, je dirais, l'objectif de l'étude. Et puis, deuxièmement, c'était la méthodologie qui a été utilisée. Et dans le troisième slide, on va voir que l'évaluation que nous avons faite, que les passerelles, si vous voulez, bénéficiaient uniquement à 5% des demandes qui étaient présentées par les différents États. Le slide suivant. Voilà, ça, si vous voulez, c'est des effectifs des étudiants actuellement. Ils sont en 2022. Nous avons plus de 1 million d'inscrits dans l'enseignement supérieur. Ils sont répartis, si vous voulez, sur les principales composantes de l'enseignement supérieur. L'enseignement universitaire, dont une grande partie est un enseignement à accès ouvert, l'enseignement privé, qui a commencé à se développer à partir des années 80, et la formation des cadres, ce sont des ministères qui ont créé leur propre établissement pour former des cadres pour leur administration. Slide suivant. Alors donc, comme je l'ai mentionné avant, un système constitué par des établissements, si vous voulez, les symptômes du dysfonctionnement. Nous avons un système composé de 2 types d'établissements, des établissements à accès ouvert où vont la majorité des bacheliers et un système à accès limité, si vous voulez, où les bacheliers sont recrutés par voie de concours ou sur la base d'une étude de dossier. L'enseignement supérieur est devenu avec le temps, si vous voulez, très demandé à cause du nombre de bacheliers qui augmente d'année en année. Ceci a entraîné un engorgement, un dépassement des capacités d'accueil qui s'est traduit par
et détérioration des rendements internes et aussi une détérioration des rendements externes. Avec un taux de déperdition très élevé, c'est entre 47 et 49%. S'il vous plaît, slide suivant. Alors, donc, c'est ce système donc, qui a ces dysfonctionnements qui sont à l'origine de la loi 0100 qui a introduit le système LMD pour, si vous voulez, pour dépasser ces dysfonctionnements. Et donc, on a créé des passerelles intra- et inter-établissements, mais le taux de satisfaction des demandes est resté très limité, inférieur à 5%. Slide suivante. Alors, suite, si vous voulez, cette réforme qui a duré 20 ans, la réforme LMD, n'a pas permis d'améliorer le rendement, ni interne ni externe, et ni la qualité des formations. C'est pour cette raison-là qu'une autre loi a vu le jour en 2018, une loi 5117 qui est basée sur la vision 2015-2030 et que depuis cette année va être mise en œuvre par un plan d'accélération des transformations de l'écosystème de l'enseignement supérieur qui porte le nom le pacte ESRI, enseignement supérieur, recherche et innovation en 2030. Alors, parmi les objectifs de ce plan, ce pacte, c'est de démonter les cloisons entre les disciplines et filières et de promouvoir les modes d'enseignement non traditionnels, à distance, en alternance, etc. Slide suivant. Donc, le renforcement, cette réforme se distingue aussi, la nouvelle, par l'institutionnalisation d'instruments pour l'utilisation des passerelles. D'abord, la réorientation, euh, si vous voulez, pour corriger les choix qui ont été mal faits par les bacheliers, et la reconnaissance et la validation des apprentissages euh, dans les formations traditionnelles et non traditionnelles, qu'il y ait cette reconnaissance entre les deux, l'élargissement des accès parallèles à tous les niveaux, même à tous les niveaux maintenant, il est possible, si vous voulez, de changer de filière, de changer de formation, et la généralisation du système de transfert et d'accumulation des crédits avec un supplément de diplôme. Tout ceci, c'est pour faciliter la multiplication des passerelles et la mobilité des étudiants. Slide suivant, s'il vous plaît. Il se distingue aussi par l'implication des acteurs socio-économiques dans l'élaboration et l'encadrement des formations et le développement de formations pratiques sous forme de stages et de formation en alternance. Donc, cette réforme se projette, si vous voulez, ces moyens pour pouvoir élargir les voies d'accès alternatives, mais aussi pour mettre les formations en relation avec le marché du travail. Slide suivant. Alors, maintenant, cette réforme qui est mise en œuvre, qui va être mise en œuvre à partir de cette année, qui est généralisée à tous les établissements, a des atouts et qui sont des leviers au niveau national et institutionnel pour que les passerelles puissent
se multiplier. D'abord, il y a un engagement politique au niveau national du gouvernement, mais aussi au niveau local, par les autorités locales, au niveau des autorités locales. Il y a aussi les responsables des établissements et des universités qui souhaitent devenir des auteurs de développement des passerelles et, euh, et de constructeurs de la flexibilité dans le système. Mais il y a aussi à côté des contraintes et des obstacles. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, les obstacles, c'est que la rigidité du système d'enseignement supérieur, qui est très consolidé depuis des années, euh, favorise plutôt la fragmentation, le cloisonnement, à la fois des établissements et des filières, et ne permet pas la collaboration entre les établissements et les enseignants. Et puis, un deuxième problème, c'est que les lois, comme la loi ancienne et la loi 51-17, qui est alors, si vous voulez, qui est le support de la mise en œuvre à partir de l'année prochaine de la nouvelle réforme. Et les lois ne sont pas toujours suivies immédiatement par des textes d'application. Donc, parfois, il y a la loi et les textes d'application tardent à venir et par conséquent, elles retardent la mise en œuvre. Il y a aussi la lente mobilisation numérique pour traiter l'information et le développement des formations au campus. Il y a aussi le faible engagement des entreprises auprès des universités. Slide suivant. Donc, il y a des leviers, il y a des obstacles, et à partir de là, nous avons dans cette étude proposé des recommandations. C'est la mise en œuvre d'une structure de veille qui soit au niveau national et au niveau institutionnel pour suivre, si vous voulez, poursuivre la mise en place des passerelles et évaluer les actions qui ont été entreprises. Deuxièmement, encourager le développement des accès alternatifs en établissement des passerelles, surtout entre université et formation professionnelle, parce que la formation professionnelle, si vous voulez, il a des formations Bac plus 2, c'est-à-dire post-baccalauréat. Et nous croyons que ces formations doivent être intégrées dans le système d'enseignement supérieur pour permettre d'abord à l'université de permettre à des étudiants qui n'ont pas pu réussir de rejoindre la formation professionnelle. Et puis, deuxièmement, pour la pratique, et la formation professionnelle dispose d'une infrastructure qui permet de faire de la pratique, si vous voulez, et par conséquent, la collaboration entre les deux institutions pour les formations Bac plus 2 et au-delà est quelque chose de très important. Au lieu de rester cloisonné, chaque structure travaille toute seule. Et puis, il y a la question qui me paraît fondamentale, c'est la question de l'assurance qualité, parce que l'assurance qualité, c'est le pivot de développement des passerelles et des accès parallèles, parce que c'est si vous voulez, le moyen qui permet aux institutions de faire confiance dans les formations dispensées. Et l'assurance qualité, c'est pas uniquement un ensemble d'institutions, de structures. L'assurance qualité, c'est d'abord des résultats. Il faut que la qualité s'améliore. S'il ne s'améliore pas, il y a nécessité de faire une évaluation, détecter là où la qualité, si vous voulez, doit être renforcée. Enfin, il faut aussi que le système, si vous voulez, centralisé puisse laisser la place à l'autonomie de l'université, que l'université puisse prendre en charge l'opérationnalisation de la réforme
et la gouvernance des enseignements et la responsabilité à partir des résultats. Voilà, si vous voulez, grosso modo, les points que nous avons traités dans cette étude. Et merci. Merci beaucoup, professeur Kolani, pour cet aperçu de l'étude de cas marocaine. Je voulais encore remercier nos deux panélistes qui nous ont donné une présentation très riche de la recherche, avec l'étude de cas aussi du Maroc. Pour ma part, comme il est prévu, je vais vous donner quelques éléments de réflexion du point de vue un tout petit peu de la gouvernance, de ma position en tant que directeur du pôle gouvernance de l'Académie internationale de la francophonie scientifique à l'Agence universitaire de la francophonie. Tout d'abord, vous dire à quel point l'AUF est heureuse de pouvoir aussi contribuer à la diffusion des résultats de la recherche en français, en particulier des notes d'orientation. Et puis, vous dire que forcément, ces thématiques-là ont un lien fort avec la stratégie globale de l'AUF déployée auprès de nos à peu près 1000 membres dans 115 pays. C'est des évolutions de l'enseignement supérieur qui entrent forcément en écho avec nos axes stratégiques, la stratégie 2021-2025, en particulier un axe qui est celui de la transformation numérique et de la gouvernance universitaire, où il y a bien sûr la question de l'assurance qualité, mais je y reviendrai, dont l'importance a été soulignée par nos deux panélistes. Pour nous, c'est évidemment important de renforcer cette culture et de pouvoir travailler à une assurance qualité qui prenne en compte l'ensemble de ces innovations et nouvelles pratiques d'assurance qualité pour répondre aux défis des parcours d'apprentissage flexibles. Il y a aussi un lien fort avec notre axe stratégique important sur l'employabilité, l'entrepreneuriat. On voit que, évidemment, l'étude le montre parfaitement que l'insertion professionnelle peut être grandement facilitée par des parcours d'apprentissage flexibles. Donc, l'AUF qui développe un grand effort sur ces questions d'entrepreneuriat et d'employabilité, en ayant par exemple développé 60 centres d'employabilité francophone ces derniers mois, ou un programme Entreprendre dans 12 pays sur les questions du statut d'étudiant entrepreneur. D'autres liens avec la stratégie, je ne vais pas les détailler ici, mais par exemple, nous allons bientôt lancer le réseau des universités virtuelles francophones lors de la 3e semaine de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique, qui aura lieu à Québec fin octobre, début novembre, avec le renforcement des mobilités, des compétences aussi, et puis d'autres éléments. Donc d'un point de vue gouvernance, et peut-être pour commencer un tout petit peu ma réflexion sur du point de vue perspective des établissements d'enseignement supérieur eux-mêmes, on voit évidemment qu'on a une diversité des contextes. Moi, je me place d'un point de vue d'observateur. L'AUF n'a pas développé de recherche ou d'études spécifiques pour le moment sur cette question, mais bien sûr, avec le regard que l'IPE UNESCO nous permet d'avoir et notre propre expérience, eh bien, on voit évidemment que cette diversité des contextes, elle est à souligner aussi. Elle est en lien évidemment avec la diversité des dispositifs de parcours d'apprentissage flexible que nous a présenté Michaela Martin au tout début. Moi, ce que je note surtout, c'est que dans de nombreux contextes, je vois que nous avons aussi pas mal de participants d'Afrique subsaharienne qui sont avec nous. Ça serait intéressant d'avoir leur réaction à mon point de vue, mais je pense que nous sommes encore dans un développement très timide de la prise en compte des parcours d'apprentissage flexible, en particulier, bien sûr, au niveau politique, mais aussi par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche eux-mêmes. Et pourtant, on voit à quel point c'est nécessaire et important en termes d'insertion professionnelle notamment. Alors, les défis sont évidemment nombreux. Les difficultés sont liées au degré d'autonomie des établissements eux-mêmes. Ça a été souligné par le professeur Kolani. Ça peut être aussi lié à des accents sur d'autres aspects prioritaires que juge prioritaire de la rénovation de l'enseignement supérieur, que juge prioritaire donc les établissements d'enseignement supérieur de recherche dans leur stratégie. C'est donc effectivement un axe ou un aspect qu'on retrouve finalement encore peu dans des stratégies institutionnelles des universités.
D'autres difficultés, ça peut être aussi que les ambitions dans ce domaine-là peuvent être évidemment contrariées par un contexte normatif ou réglementaire très rigide. On l'a vu, ça a été souligné dans l'étude. Avec des dispositions ou des dispositifs aussi qui peuvent faire défaut simplement. Hein. On voit que le système de transfert de crédit, que ce soit d'un point de vue national, voire international ou continental par exemple, n'est pas forcément développé partout. Le lien avec les cadres de qualification aussi. Et pourtant, si on veut avoir de la flexibilité dans certains parcours, dans certains des parcours d'apprentissage flexible, évidemment, les systèmes de crédit sont indispensables. Donc là, l'AUF, par exemple, est très heureuse aussi d'être partenaire stratégique de l'initiative Aqua 3, qui au niveau continental africain vise à travailler à l'harmonisation de l'enseignement supérieur au niveau continental, et Aqua 3, qui est la troisième phase d'un projet financé par l'Union européenne en partenariat avec l'Union africaine, eh bien, vise à relancer le projet de système africain de transfert de crédit. Donc c'est intéressant de voir que il y a pas mal d'initiatives qui se déroulent actuellement dans ce domaine. Bien sûr, ça a été dit par nos deux panélistes, un enjeu important, c'est celui de l'assurance qualité. La recherche met évidemment en évidence l'existence de mécanismes d'assurance qualité qui s'adaptent à ces nouvelles évolutions et de la flexibilité dans l'enseignement supérieur. On pense en particulier au MOOC, au programme de FOAD, aux formations hybrides, à la VAE, pour pouvoir finalement accréditer ces parcours de formation. Il y a de très bons exemples dans l'étude, notamment en Malaisie. On voit aussi, l'étude le souligne, hein, et on le perçoit évidemment sur le terrain de nos membres, que l'assurance qualité, comme le dit l'étude, peut être un facteur de blocage en favorisant plutôt des voies traditionnelles. Donc l'intérêt ici, évidemment, de faire dialoguer un maximum les stratégies des établissements avec les dispositifs d'assurance qualité interne qui les soutiennent, avec les dispositifs d'assurance qualité externe. Donc c'est ce que fait aussi l'AUF en travaillant beaucoup aussi bien avec les agences d'assurance qualité qu'avec les établissements membres de l'AUF. Donc en termes de peut-être de petites perspectives, simplement pour clôturer, qu'est-ce que je vois que le temps passe vite si nous voulons laisser le temps aux questions. Bien moi, je voulais simplement reprendre des recommandations qui ont été déjà données hein, ici ou dans l'étude. C'est qu'il faut évidemment, partout où cela est possible, pouvoir créer les conditions cadres pour implémenter les parcours d'apprentissage flexible dans l'enseignement supérieur. Évidemment, ça signifie d'abord de disposer d'un cadre politique, qu'il soit national ou bien d'un cadre normatif au niveau international, qui puisse répondre à ces nouvelles exigences, travailler probablement entre plusieurs institutions sur des questions de plaidoyer. D'ailleurs, c'est aussi un rôle de l'Agence universitaire de la francophonie. L'AUF a un rôle de diplomatie scientifique avec le manifeste de la diplomatie scientifique francophone, de la francophonie scientifique, pardon, adopté par 42 gouvernements et ministres d'enseignement supérieur pour favoriser notamment l'employabilité, le renouvellement des curricula. C'est aussi le rôle d'harmonisation de plusieurs acteurs de l'enseignement supérieur, évidemment l'UNESCO. J'ai mentionné tout à l'heure l'initiative Aqua pour le continent africain, Aqua 3, ça en fait partie. L'autre élément, à côté du cadre politique et du cadre normatif, c'est évidemment de sensibiliser un maximum les établissements d'enseignement supérieur et de recherche à adopter des stratégies ou à développer des axes stratégiques dans leur plan de développement qui tiennent compte au maximum des parcours d'apprentissage flexible. Donc c'est évidemment un dialogue aussi bien au niveau politique qu'au niveau institutionnel dans les établissements qu'il faut pouvoir mener pour que finalement cette flexibilité dans les possibilités de réorientation, de transfert, flexibilité dans la durée des études, dans les modalités d'études puisse être prise en compte. Évidemment, donc tout ceci nécessite cette sensibilisation au niveau des établissements membres, peut-être un accompagnement pour l'AUF, mais en tout cas, d'une manière globale, ceci nécessite évidemment de pouvoir concilier ces stratégies avec des politiques et des cadres normatifs nationaux ou internationaux.
Je vais m'arrêter là, puisque je vois que le temps passe très vite, pour que nous puissions encore passer aux questions. Donc, je vais reprendre un tout petit peu les questions que vous avez pu poser dans le chat. Et nous allons, je vais vous en poser une ou deux à chacun des panélistes. Peut-être pour professeur Bachir Koulani, la question des facteurs limitants des passerelles dans le système marocain, en particulier, pardon, j'ai perdu la question. Le facteur, oui, limitant. Est-ce que le facteur limitant des passerelles dans le système marocain, en particulier celui des pays en voie de développement, n'est-il pas lié à la faible capacité d'accueil des institutions de l'enseignement supérieur? Donc, professeur Koulani, je vous pose déjà cette question à laquelle je vous laisse répondre. Et il est lié, si vous voulez, à la capacité d'accueil. Quand on parle de capacité d'accueil, il n'y a pas uniquement les places physiques, il y a aussi l'encadrement pédagogique. Et deuxièmement, il s'agit d'une organisation, dès le début, elle était faite de façon à cloisonner les filières et les établissements. Et par conséquent, les établissements et les filières avaient pris l'habitude, si vous voulez, de prendre leur inscrit dès le premier semestre ou dès la première année. Et donc, c'est une organisation qui est là depuis longtemps, et pour la faire bouger avec la mise en place, si vous voulez, du système LMD et les possibilités de passerelle qui existent, il y a là, intervient le facteur, si vous voulez, des places et de l'encadrement donc pédagogique. Donc il y a à la fois le facteur, le premier, c'est l'organisation telle qu'elle a été construite dès le début, et par la suite, la croissance, si vous voulez, des effectifs et les difficultés pour pouvoir les intégrer, si vous voulez, dans les interprétations et les filières de monde. Merci beaucoup. On va prendre une deuxième question. Je vous l'adresse à vous, Michaela. C'est la question qui nous vient du Togo sur la finalité dans ce processus, qui est donc l'insertion professionnelle. Dans quelle mesure les acteurs du monde professionnel, notamment les recruteurs, sont-ils associés à ces réformes? Mhm. Je trouve que c'est une très bonne question parce que à la fois elle propose une piste de solution et elle pose aussi la question de l'état de la question. Donc, ce que je sais à travers cette recherche et aussi d'autres études qu'on a fait, c'est que souvent on associe les acteurs du monde professionnel plus pour les formations professionnelles et relativement peu pour les formations académiques. Donc là, je pense qu'on a je veux dire, un point, un peu une problématique, hein, parce que je pense que l'association des milieux professionnels, ne serait-ce que pour représenter en fait différents mondes professionnels aussi pour les formations académiques, peut offrir des pistes de réflexion très très intéressantes. Donc, oui, voilà, on a des bons mécanismes en place pour faire participer les acteurs du monde socio-professionnel au montage des formations, mais relativement peu pour les formations académiques. Merci beaucoup. Je vous propose de prendre encore une question, si vous voulez bien. Je vais m'adresser de nouveau au professeur Koulani pour une question qui parlait des cloisonnements entre les disciplines et des montages. La question, c'est en quoi consiste le processus de démontage des cloisons entre les disciplines et les établissements? Faut-il entendre par ce concept une formation plus générale? Les professionnels du monde du travail, obnubilés par les spécialisations pointues, sont-ils associés à ce processus? Alors, démonter les cloisons, ça veut dire d'abord entre les filières de formation et les spécialités. Premier élément, parce que le cloisonnement, c'était un cloisonnement, si vous voulez,
entre filières et entre établissements. Donc, démonter en ouvrant des passerelles et les élargir à tous les niveaux. Deuxièmement, associer le monde socio-économique dans l'élaboration et l'encadrement des formations. Ça se fait depuis quelques années, mais pas à une grande échelle. Et donc, il y a tout un apprentissage à travailler ensemble et à, je dirais, identifier les besoins du marché de l'emploi ou du travail pour pouvoir monter ces formations. C'est quelque chose que je fais, mais malheureusement, ce n'est pas encore huilé pour qu'il puisse donner lieu à, si vous voulez, à quelque chose qui va être plus efficace. Merci beaucoup. Euh, Nous avons beaucoup de questions intéressantes, donc je vous propose quand même encore d'en prendre une. Je suis désolé pour le public parce que le Exact. temps passe vite et nous ne pourrons pas prendre toutes les questions, mais peut-être pour Michaela Martin, une question sur l'efficacité des systèmes. Donc la question en quoi le parcours d'apprentissage flexible dans l'enseignement supérieur permettra d'améliorer l'efficacité aussi bien interne qu'externe du système. Mhm. Merci beaucoup. Moi, je pense que une des raisons d'être, en fait, pour les parcours d'apprentissage flexible, c'est-à-dire là plus précisément, les opportunités de réorientation, c'est justement pour améliorer l'efficacité interne. C'est pour permettre à des étudiants qui se sont trompés dans le choix de leur formation de ne pas rester, je veux dire, cloisonnés ou d'abandonner, mais de pouvoir aller de pouvoir se réorienter vers une autre formation tout en gardant les crédits. Donc, je pense que si ce principe-là est appliqué massivement, je pense qu'on atteindra vraiment une meilleure efficacité interne, c'est-à-dire une plus grande fluidité à des étudiants qui arrivent à terme avec le diplôme désiré d'enseignement supérieur. Pour l'efficacité externe, c'est celle qui concerne en fait le lien avec le marché du travail. Je pense là aussi, je veux dire, il y a des pistes intéressantes. J'en ai parlé de cette piste-là en fait, de combiner la formation théorique avec la formation pratique. Je pense que là, on a de très belles opportunités pour améliorer en fait l'adéquation formation-emploi. Et là, bon, je pense il y a beaucoup encore à faire, hein, mais je pense que c'est déjà la professionnalisation de l'enseignement supérieur, elle est largement en cours. Les formations en alternance se démultiplient. Donc là, je pense que réellement, on est sur la bonne voie, mais effectivement, ça peut encore se développer plus, hein. Merci, merci beaucoup. Je pense que nous sommes déjà, nous avons un peu dépassé le temps. On ne pourra pas donc prendre peut-être d'autres questions. Je vois qu'il y a de nombreuses questions aussi qui s'intéressent au mode d'action et des stratégies que les institutions telles que l'IIPE, l'UNESCO, l'AUF peuvent développer pour accompagner l'évolution de ces parcours d'apprentissage flexibles. On va pas y répondre directement ici, mais c'est vrai que j'ai rappelé tout à l'heure déjà des notions de plaidoyer, d'accompagnement, de sensibilisation. Donc c'est des choses effectivement que nos institutions sont amenées à développer. On parle de collaboration entre nos institutions. Donc, je pense qu'effectivement, ça sera intéressant que nous puissions poursuivre ces collaborations à notre niveau pour pouvoir poursuivre dans cette voie. Moi, je ne vais pas prendre plus longtemps la parole. Je pense qu'on peut passer à la conclusion. Donc, je laisserai volontiers la parole à l'IIPE UNESCO. Je ne sais pas si c'est toi, Michaela, ou monsieur le directeur, ou les deux, mais je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Peut-être les deux. Michaela, toi. Peut-être les deux. Peut-être Martine voudra dire aussi quelques mots et ce sera avec plaisir. Simplement pour dire que je voudrais remercier les intervenants dans ce webinaire de lancement qui me fait particulièrement plaisir. Comme vous savez, pendant 4 ans, j'ai travaillé sur cette recherche et donc c'est un projet qui me tient à cœur. Et donc là, nous lançons les publications en français.
Là, ma collègue Fangzhou, elle a monté en fait un transparent avec un QR code et qui vous permet d'accéder directement à ces publications. Et nous allons également préparer un message mail pour tous les intervenants avec l'enregistrement de en fait, de ce webinaire et les liens vous permettant d'avoir accès aux publications en français. Donc, tout ça, et puis après, nous allons bien sûr continuer la dissémination grâce aux médias sociaux. Mais bon, c'est aussi le moment de remercier tous les intervenants. Donc, tout d'abord, vous, les panélistes. Martine, merci beaucoup pour votre mot d'introduction. Bachir, pour présenter les résultats de l'étude des cas. À Bernard d'avoir donné les commentaires et aussi d'avoir si bien guidé en fait le flux de la conversation. Donc aussi un grand merci à toute l'équipe de notre communication qui est derrière, hein, que vous voyez pas, mais qui a permis de monter ce webinaire. Donc, je remercie tout le monde bien chaleureusement. Et donc, je passe la parole à notre directeur, peut-être pour le dernier mot de clôture. Hein. Merci beaucoup, Michaela. Merci aussi à tous les participants et à la UF aussi pour cette participation avec nous dans l'organisation de cette séminaire et aussi à Monsieur Bachir pour sa présentation et à toutes les personnes qui ont posé des questions. J'étais en train de les lire sans... il y a beaucoup d'intérêt. Et je pense que c'est très bien qu'on a beaucoup d'intérêt parce que on doit renouveler l'agenda de l'éducation supérieure, non? Et je pense que cette chemin de PAF, c'est une manière de faire ce changement de l'agenda en essayant de réfléchir en même temps au problème d'accès, parce qu'on a un problème d'accès à l'enseignement supérieur, mais aussi de garder une préoccupation importante sur la qualité, toujours en réfléchissant du point de vue de les nécessités des étudiants. Non? Donc, c'est une approche qu'on doit continuer à le débattre. Et je pense que c'est bien qu'on a un intérêt des personnes qui travaillent dans la politique publique, non? Ça, c'est très bien et je suis content d'avoir participé et d'avoir écouté aussi des très bonnes présentations et très bonnes questions aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on peut clôturer là notre webinaire. Je remercie effectivement l'ensemble des participants à distance. Merci beaucoup pour votre participation et vos questions. Merci beaucoup et merci aux collègues panélistes. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.